Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cet épisode de Beats où on est encore 3. C'est l'épisode 103 d'ailleurs, mais ce soir c'est un épisode un petit peu spécial puisque vous le voyez en bas sur le titre qui est là-bas. Il est plutôt là-bas même, il est loin. Oui. On va parler un petit peu ce soir d'un seul sujet, un sujet un peu particulier que vous avez d'ailleurs sur la table qui est ici. Et pour cela, nous avons avec nous un invité de marque ce soir, puisque nous avons Antoine qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Salut à tous. Merci d'être là. Salut. Donc un seul sujet, je le disais, donc on va parler d'HoloLens et plus généralement de la réalité augmentée, virtuelle, mixte, enfin tous ces domaines-là, mais dans un cadre d'application professionnelle, puisqu'on avait déjà fait un épisode spécial sur HoloLens chez Asobo directement, où on avait parlé effectivement dans le domaine du jeu vidéo, donc les premières applications qui avaient été développées par Asobo directement, dont Fragments, le super jeu vidéo. Et Conquer aussi. Conquer également. Fragment, Conquer et Holotour. Et Holotour, c'est un vrai. peu moins divertissant, mais qui est aussi sur HoloLens. Qui déjà donnait un petit peu des indications de d'autres domaines d'application que le jeu vidéo. Tout à fait. Donc ce soir, on va plutôt se tourner vers le marché du business, des professionnels, principalement parce que on en voit de plus en plus en fait. Moi, j'ai vu sur les salons, notamment Microsoft Experience, beaucoup de HoloLens, beaucoup plus en fait sur les stands. Tu me disais, on en avait parlé également que sur les salons de type Laval virtuel où il y avait beaucoup en fait de gens qui s'intéressaient également. Énormément. Voilà. D'où en fait cette émission. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions dans la chatroom, allez-y, donc elle est devant nous, on va les prendre au fur et à mesure. On a découpé l'émission principalement en deux grandes parties, où on va d'abord effectivement présenter un petit peu, toi, on va te laisser te présenter également la société, donc Holoforge Interactive, pour laquelle tu travailles. Et après on parlera effectivement des domaines d'application dans lesquels vous avez pu participer déjà. Et puis on ouvrira un petit peu le sujet sur où c'est qu'on en est actuellement, et puis vers où tu penses que la réalité augmentée, mixte, va évoluer dans le futur, voilà, au sens très large. Quand est-ce qu'on a la SF dans la poche? Ou enfin, sur les yeux plutôt. Exactement. Très bien. Alors, le prix d'un casque HoloLens, Cher. je sais plus, c'est dans les $4000, un truc comme ça. Non, c'est 3500, c'est 3000. 3300 je crois. 3300 la version développeur, 5400 je crois Ouais, la version commerciale. D'accord, voilà. Aucune différence entre les deux. C'est la première fois qu'une version développeur a moins de features que la version commerciale. C'est vrai. C'est pour les entreprises qui veulent déployer en flotte par exemple. Il y a des fonctionnalités qui permettent au DSI de déployer sur X HoloLens en même temps. Mais nous, chez nous, on n'en a que en version développeur et ça va très bien. D'accord. Il me très semble qu'il y a aussi une toute petite différence sur la garantie. Je crois que la garantie du kit développeur est un peu plus faible Le support, que évidemment. celle de la version commerciale. C'est-à-dire qu'elle est inexistante sur la version développeur et elle existe sur la version commerciale. À tes risques et périls. Très bien. Alors, du coup, on va peut-être commencer un petit peu par toi, Antoine. Donc, le magnifique titre s'affiche en bas. Donc, il y a ton Twitter également. Donc, toi, Incroyable. tu travailles donc pour Holoforge Interactive, on le disait, qui est une division d'Asobo. Donc, tu vas nous détailler un petit peu ça. Et ton rôle, c'est producer. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous déjà te présenter et puis la société également? Alors, tu l'as dit, hein, Antoine Besborodko. Je suis producteur chez Holoforge. Alors, producteur, c'est l'équivalent d'un chef de projet. Donc, je coordonne un peu les projets. Donc, je fais le lien entre les clients, l'équipe, je coordonne l'équipe, j'anime un petit peu tout ça. Et Holoforge Interactive, on fait partie intégrante d'Asobo Studio. Studio de jeux vidéo éminemment connu, évidemment. En tout cas, précurseur sur le développement HoloLens. Précurseur sur le développement HoloLens. On est le seul studio au monde à avoir eu le privilège de développer en partenariat avec Microsoft depuis 2012 sur le casque. Donc pendant 4 ans, c'était des verrous, des digicodes, des papiers aux fenêtres, etc. Les HoloLens venaient par valise diplomatique quasiment au studio et une confidentialité incroyable. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, je crois que c'est le kit de développeur est arrivé avec 3 jeux. Et sur les 3, il y en a 2 à vous, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il y avait. En gros, Ah, bon, il y avait, schématiquement, il y avait 7 applications au lancement et sur les 7, 3 sortaient de chez nous. Ouais. Donc dans ces 3-là, donc Fragment, Conquer, 2 jeux incontournables que je conseille à tous les possesseurs de HoloLens de tester. Et puis Holotour, qui est plus une application de tourisme virtuel. Holotour qui est disponible en VR, donc qui est gratuit quand vous allez sur le Windows Store si vous avez un casque de VR Microsoft. Mais attendez la fin de l'émission pour le télécharger. Très bien, merci. Alors, comment t'en es arrivé à donc, travailler pour Asobo sur Holoforge Interactive? Quel est ton parcours en fait pour arriver jusque-là? Niveau formation, niveau qu'est-ce que tu as cherché à faire en allant travailler chez eux? Alors, j'ai commencé, j'ai fait des études
d'infographie et de game design, ça s'appelait encore infographie à l'époque. Ouais. J'ai eu un diplôme de game designer en 2004 d'une école d'art appliqué, l'ISA, à Paris. J'ai commencé par travailler en agence de com pendant une petite année sur laquelle j'ai fait du serious game. À la suite de cette expérience, j'ai voulu monter mon studio, donc ça a duré une dizaine d'années. J'ai monté une agence qui s'appelait Ad Invaders, on faisait du serious game, donc du jeu web en 3D, etc. Serious game, c'est un jeu vidéo dont la priorité, l'objectif principal n'est pas le divertissement, mais c'est de faire passer un message, de la formation, de la sensibilisation ou autre. Oui, type comment apprendre à bien trier ses déchets, comment apprendre à réagir face à un tsunami, ce genre de choses. Par exemple, où nous on faisait beaucoup de ce qu'on appelle adver game, il y a plusieurs catégories de serious game. L'adver gaming, c'est advertising gaming, donc on fait des jeux pour une marque, pour promouvoir une marque, une opération de lancement ou autre. D'accord. À la suite de cette expérience, j'ai rejoint un studio spécialisé un autre studio spécialisé dans le serious game. On faisait un simulateur de conduite, très ludique. L'idée était d'accompagner les auto-écoles dans l'apprentissage de la conduite. En fait, j'ai toujours eu un pied à la fois dans le monde professionnel et à la fois dans le monde du jeu vidéo. Essayer d'allier les deux et vraiment d'apporter les technologies, les méthodes du jeu aux professionnels. Et j'ai eu cette opportunité de descendre à Bordeaux et de rejoindre Asobo. Moi, j'ai toujours travaillé dans des petits studios. On était 8-10. Et là, pour la première fois, j'ai pu rejoindre un studio où on est aujourd'hui 150. Une équipe technique, talentueuse, pluridisciplinaire, beaucoup de seniors, et puis sur du HoloLens. Et donc c'était quelque chose d'assez unique. En fait, quand j'ai postulé, quand j'ai accepté le boulot, j'avais toujours pas testé HoloLens. Mais c'était un poste spécifiquement pour travailler sur HoloLens. Ouais, tout à fait. Le poste c'était producteur HoloForge. On m'a dit tu vas pas faire du gaming, tu vas faire des applis professionnelles. J'ai dit, écoutez, c'est parfait. Banco. T'es arrivé à la création du coup de la division HoloForge ou... Quasiment, ouais. Un peu de choses près. HoloForge s'est créé fin 2016 et je suis arrivé tout début 2017. Du coup, c'était l'un des premiers à défricher entre guillemets le B2B HoloLens pour Asobo, quoi. C'est ça. Alors en fait, comment est-ce que Asobo en est arrivé à créer HoloForge à la sortie du casque en 2016, il n'y avait pas de développeur qui existait. Mais genre, pas du tout. C'est-à-dire que tu cherchais développeur HoloLens, il n'y avait rien qui tombait. En fait, il y avait deux sociétés qui tombaient, Microsoft et Asobo. Et du coup, Asobo s'est retrouvé avec tout un tas de coups de fil qu'ils ne savaient pas gérer, parce que B2B ne savaient pas faire. Eux, ce qu'ils savaient faire, c'est prendre une commande d'un éditeur, développer un jeu pendant 2, 3, 4 ans, avec une équipe de 80, 100 personnes dessus. Et là, on est arrivé, eux ont été confrontés à des typologies de projets complètement différentes. On est plutôt sur des cycles de 2, 3, 4 mois de développement, des petites équipes. Faut réagir très vite. Et voilà, je me suis arrivé pour apporter mon expertise là-dessus, parce que ça faisait pas mal d'années que je faisais ça. Et j'en suis ravi aujourd'hui. Très bien. Donc, ton rôle, tu l'as dit, c'est producer, donc c'est un peu l'équivalent d'un chef de projet. C'est un rôle qui est quand même, c'est un titre qui est un peu quand même inspiré très fortement du domaine du jeu vidéo. Ah oui, complètement. C'est voulu ou c'est pour porter ça dans le monde, pour se démarquer peut-être par rapport à des gestions de projets plus classiques dans le monde professionnel, ou c'est juste parce que c'était comme ça que les autres personnes au sein d'Asobo s'appelaient également? C'est dans la culture d'Asobo. Et nous, on porte avec une certaine fierté notre culture jeu vidéo chez HoloForge. Et en fait, les métiers sont les mêmes. Pour développer une appli professionnelle ou une appli ou un jeu vidéo, on a les mêmes typologies de développeurs, de designers, de graphistes, de technical artistes et tout un tas d'autres métiers. C'est juste le scénario qui change. Ouais. Voilà. On va pas étriper des chevaliers ou autres. On va plutôt aider à monter des navires, de la tuyauterie, à apprendre d'autres choses. Et donc il y a le métier de scénariste qui est différent. On a plutôt un UX designer. On peut avoir des ergonomes, des ingénieurs pédagogiques. Des ingénieurs pédagogiques? Ça existe. On fait de l'ingénierie pédagogique. Comment bien apprendre quelque chose? Comment faire en sorte que notre appli soit vraiment plus efficace qu'un film ou qu'un bouquin? Donc il y a parce que c'est un des domaines d'application. On en parlera après, mais effectivement, je comprends tout à fait le contexte. Oui, puis le fait que c'est une plateforme toute neuve, un usage tout neuf, que tout est à défricher, tout est à faire. Je pense que les premiers qui arriveront à un modèle vraiment sympa vont en fait établir le modèle. Effectivement, dans cet aspect-là, enfin dans cette dynamique-là, il vaut mieux être effectivement, je pense, accompagné, notamment par des ergonomes ou des ingénieurs pédagogiques. Et puis, comme tu l'as dit, on est sur un lancement. Il y a 2 ans, c'était vraiment une page blanche.
Et donc, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire que si on déçoit, les gens vont abandonner la techno et vont peut-être passer à autre chose. Alors vous avez une responsabilité bien sûr, dans le succès de la plateforme. Quoi. Tout à fait. Et on se doit de... Alors, non pas vis-à-vis de Microsoft, mais pour nous. Ça allait être ma question. Nous, on y croit à fond. Ça fait, on bosse avec tous les jours. Et pour nous, ça devient une évidence, cette techno. Et par contre, il faut que les gens deviennent prescripteurs. Il ne faut pas qu'ils soient forcés de l'utiliser. Très bien. C'est excellent parce qu'on avait rencontré donc Sébastien justement quand on avait testé les premières applications HoloLens et c'est clairement le discours qu'il avait, c'est qu'il y croyait à fond effectivement dans le domaine professionnel et il était en train de commencer à essayer de créer HoloForge en fait. Donc c'est marrant de suivre ça et c'est ce qu'il nous avait dit, c'était que vraiment il souhaitait pas populariser ça mais en tout cas attaquer le marché du business et faire comprendre en fait et découvrir aux gens l'intérêt pour ce casque-là sans avoir encore le panel complet des domaines d'application qu'on peut imaginer et qu'on a pu voir actuellement. Très bien. Juste pour finir sur HoloForge, vous êtes combien actuellement à travailler chez HoloForge directement? Alors, est-ce que c'est vraiment séparé les équipes ou vous avez quand même des perméabilités avec Asobo sur certains profils? Alors, on est relativement autonome, Asobo et HoloForge. Alors, on est sur les mêmes plateaux. Hein. C'est vraiment l'open space, on est dans un groupe open space, on prend les mêmes cafés, etc. Maintenant, il arrive qu'on s'échange quelques ressources. Nous, si on a besoin d'écrire un scénario, on va aller demander du renfort au scénariste d'Asobo. On peut aussi utiliser le studio de motion capture quand on doit enregistrer des gestes techniques spécifiques. Et puis, vice-versa, nous, on agit un petit peu comme une start-up au sein d'Asobo. Asobo, c'est un peu des vieux loups de mer du jeu vidéo. Et donc, nous, on vient apporter... un vent de fraîcheur, un peu d'agilité dans ces process, donc de temps en temps on les alimente aussi, on défriche sur certains process de production, de dev, et on peut les inspirer là-dessus. Ça c'est intéressant, ça veut dire que vous gérez pas les projets de la même manière. C'est des projets qui sont fondamentalement différents, tu l'as dit, les cycles de vie sont différents, mais du coup même dans le cadre du développement, du coup vous avez des méthodes quand même différentes, et du coup vous, donc toi tu viens d'un monde où tu t'inspirais du jeu vidéo, mais du coup tu ramènes aussi dans le développement du jeu vidéo d'autres façons de voir et de faire. C'est ça, nous on est très agile. Au début du projet, on part du principe qu'on ne sait pas où on va, et du coup on itère, mais on cadre un peu ces itérations avec des objectifs atteignables, mais des objectifs qui sont très court terme. Et ça, c'est une approche qu'il n'y a pas du tout à Asobo. Et tu mets à disposition, vous mettez à disposition le plus vite possible, j'imagine, une version essayable, montrable au client pour qu'il puisse faire des feedbacks le plus vite possible. Alors, je dis pas qu'on a fait la même application 3, 4, 5 fois, c'est bon, la 6e fois, on sait pas mal où on va, donc on peut aller direct à l'essentiel. Mais c'est pas du tout le cas. Et on est obligé de travailler comme ça sur des projets aussi innovants. Et, alors je sais pas si Asobo regarde vraiment ces méthodes-là, mais regarde plutôt les outils qu'on utilise, des outils de... Je vais parler des langages un peu techniques, barbares, mais tous les outils d'intégration continue et tous nos process ultra agiles font qu'on a des builds qui sortent régulièrement, on a des machines de build, etc. Et on a le contenu disponible à la demande. Et ça, ils n'avaient pas l'habitude de le faire, ils commencent à intégrer également ces process dans le jeu. C'est vrai que pour les développeurs, un jeu vidéo, j'imagine que c'est typiquement le cycle en V dans sa plus pure expérience. Parce qu'en fin de compte, tu as un départ où tu te dis je vais faire ce jeu et tu as la date de sortie. Donc en fait, ça dépend beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de règles. Asobo fonctionne beaucoup en cycle en V, mais par milestone. Voilà. On sait qu'on a l'alpha qui arrive dans 8 mois, on a un gros cycle en V pour l'alpha. Pareil pour la bêta, pareil pour la release candidate, etc. Tout à fait. Où là, nous, on a des cycles de 3 semaines à peu près. Et donc on est bien différents. Mais en même temps, on n'a pas 80 personnes sur le même projet. Du coup, vous avez des cycles de 3 semaines, vous faites du Scrum, c'est des sprints? On fait pas du vrai Scrum, mais c'est du sprint, c'est de l'agilité, et c'est... favorise vraiment la discussion, l'échange, l'autonomie de chacun. Très bien. Et une boucle de feedback assez courte pour permettre de reprendre contact avec les utilisateurs, leur montrer le résultat et retravailler la suite. Ce qui est plutôt bien sur des projets comme ça, plutôt facile en fait à comprendre sur des projets comme ça, notamment dans tout ce qui concerne l'innovation, parce qu'effectivement les gens découvrent et du coup font le retour en même temps. Et puis je pense qu'il y a quand même encore des choses à découvrir sur l'exploitation en fait, ou le développement d'applications sur HoloLens, malgré l'expérience que vous avez déjà. Ah non mais c'est évident, il y a tout à faire. Nous, on a notre approche qu'on met à l'épreuve projet après projet, mais c'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle ère pour le numérique. Oui, ça laisse entrevoir limite presque le même type, voire même plus gros
de révolution que l'écran tactile sur un smartphone. Quoi. C'est à peu près la même révolution que lorsque, il y a 11 ans, Apple a sorti son iPhone 1. Ouais, c'est ça. Là, on a la même rupture Ça y est, technologique. tout est dit. Non, mais Ah c'est ouais, vrai. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Oui, mais pas. D'ici 5 ans, on ça sera pas- tous là-dessus. Quoi. Ça n'a pas le même impact. Ah, bon, Bah, on en parlera à la fin sur, alors, sur les perspectives ouais, à venir ouais. de l'adoption de la Ok. technologie. Bon, c'est vrai que la différence, c'est qu'ici, on est sur du matériel beaucoup plus cher, donc qui n'est pas grand public, qui est professionnel. Voilà. Donc ça fait toute la différence au niveau de l'adoption. Ouais, tout à fait. Mais voilà, bon, on en parlera, je crois, à la fin. Juste une toute petite question. Tu parlais de studio de motion capture. Ouais. Vous l'utilisez surtout pour en fait montrer des postures, enfin faire la démo d'une posture à quelqu'un ou pour comment dire, ou pour matérialiser un humain qui passe ou qui fait une action. C'est plutôt pour jouer des scénarios. On a fait une application notamment de sensibilisation pour les ressources humaines. On avait besoin d'un jeu d'acteur. Et bien nous, dans notre offre, on avait de la motion capture, donc on pouvait avoir un scénario fort. Et surtout, on commence le projet on l'a fait en 9 semaines. Ouais. On pouvait, dès le premier jour, faire de la motion capture. Là où d'autres studios qui n'ont pas forcément l'appui d'un studio de jeux vidéo derrière. Prendre contact avec les gens qui sont des studios, prendre c'est rendez-vous, ça. y aller, long. voir comment ça marche. J'en ai fait de la motion capture avec des prestats. C'est long, il faut trouver le prestat, il faut trouver le comédien, il faut synchroniser, il faut shooter. Et si jamais il y a une erreur et qu'il faut re-shooter, c'est compliqué. Alors que là, quand c'est la porte à côté, ça va quand même assez vite. Quoi. C'est cool. D'accord, très bien. Je crois que tu n'as pas répondu à ma question. Vous êtes à peu près combien à HelloForge du coup pour On est en ce moment on est 17, on est entre 15 et 20 selon les projets. On devrait un peu grossir en début d'année, on a pas mal de choses qui arrivent. Et vous menez combien de projets du coup en moyenne? On a toujours 4 projets en parallèle. On ship presque un projet par mois. D'accord, quand même, pas mal. Ouais, donc c'est... Et ce rythme-là depuis à peu près 2 ans Ouais, depuis 2017, début 2017. Donc on a dû faire une vingtaine de projets, alors ça va du tout petit projet à des choses plus ambitieuses. C'est une parfaite transition pour le sujet suivant, justement, où on va parler effectivement des projets, et plus généralement donc de vos projets, mais plutôt dans un domaine de quelles sont les applications professionnelles qu'on peut imaginer autour de la réalité virtuelle, réalité augmentée ou mixed reality, puisqu'ici on parle particulièrement de HoloLens. Voilà. Alors, quels sont globalement les domaines dans lesquels vous avez eu l'occasion de travailler sur des projets? Alors, il y a domaine et secteur. Oui. Dans le domaine d'activité, on va travailler en formation, en maintenance, en téléassistance, en revue de projet, marketing. Voilà les grands domaines. Ouais. Et dans les secteurs, tous les secteurs sont concernés, hein, que ce soit l'industrie, l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, la culture. Alors justement, dans la santé. Pardon, excuse-moi. Dans la chatroom, ça fait plusieurs fois que la question revient. Pourquoi celui qui est sur la table a un casque de chantier monté dessus? Lorsque vous m'avez invité, vous m'avez parlé de HoloLens et les professionnels. Ici, on a un exemple concret d'un HoloLens qui est adapté pour le monde des chantiers. Donc, c'est un vrai casque de chantier. C'est un vrai HoloLens aussi. L'intérêt, c'est que le casque, il est certifié, c'est un EPI. On peut l'emmener sur un chantier. Le verre des HoloLens, il est certifié également pour... alors, je ne sais plus quelle est la norme ISO, mais au même titre que des lunettes de protection sur chantier. Et donc, on peut réellement l'emmener dans des milieux très pro. Donc, typiquement pour de la maintenance, pour du BIM, c'est le fait d'avoir un jumeau numérique dans le bâtiment. On va pouvoir arriver sur un chantier et voir tous les réseaux du chantier directement en contexte. Et sur un chantier, il nous faut un casque. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc on a juste enlevé le serre-tête sur une vis classique. On a accroché ce casque. Et c'est prévu pour, en fait. C'est prévu pour. C'est Trimble qui fait ça. Trimble sont les éditeurs de SketchUp. Qui sont très très avancés sur HoloLens, ils travaillent depuis très tôt sur le sujet. Et donc Trimble fait beaucoup de BIM et travaille beaucoup avec les architectes en général. Et du coup, ce casque est extrêmement ergonomique et très confortable. Donc on l'aime bien aussi. D'accord. Oui, puis tu disais, il y a une praticité aussi dans le sens où c'est plus pratique à mettre qu'un HoloLens nu. Exactement. Il y a toujours un HoloLens, il y a un petit temps d'apprentissage. On dit qu'il faut à peu près 15 minutes pour être parfaitement à l'aise avec la techno. Mais ça veut dire savoir bien le mettre, savoir le manipuler. C'est comme la première fois qu'on met un casque de vélo ou de moto, on sait pas bien, il est toujours un petit peu de travers. Là, c'est pareil, un HoloLens. Et puis après, on s'y habitue, c'est bon, on sait le faire. Ici, on divise par 12 ce temps d'apprentissage, notamment sur les salons quand on est en démo, quand les gens viennent,
on met le casque, on serre derrière, il est tout de suite bien mis. Très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il fait une drôle de tête. Alors le BIM, juste pour reboucler, c'est le Building Information Modeling, donc c'est effectivement ce qui s'appelle en français, on appelle en français la maquette numérique, je crois. C'est ça. Et c'est partager en fait plus qu'un plan. C'est l'évolution en fait du plan que l'architecte partageait en fait, mais tout sur tout le cycle de vie d'un projet, d'un chantier, avec tout un enjeu de maquettage 3D, de détails dans l'information, et puis il y a plein de couches différentes et de détails d'information sur tout ça. Ouais, dans les vidéos. Non, vas-y. Non, je dis dans les vidéos de présentation d'HoloLens au début par Microsoft. Il y avait notamment la possibilité, on voyait un chef de chantier qui évoluait sur son chantier et un architecte qui lui était dans son bureau à Perpète, quoi. Et il faisait une réunion de chantier en voyant, enfin l'architecte voyait à travers les yeux du chef de chantier et il lui superposait en fait en overlay le chantier à différents stades de fabrication. Tout à fait. Et il lui disait ici, je sais pas, ici il y a un pilier alors qu'il faut pas qu'il y soit, etc. Et j'ai envie de dire, le BIM en fait va au-delà du chantier. Il suit un bâtiment sur toute sa durée de vie. Donc même quand le bâtiment est livré, un agent de maintenance peut venir se promener, ou si on lui signale une panne quelque part, il va mettre son HoloLens, il va avoir le jumeau numérique en surimpression du réel, il va tout de suite identifier la panne, il pourra prendre des photos, etc. Et voilà, il aura vraiment son outil tête haute, main libre, et connecté à tout un système d'information. Alors ça fait rêver, mais c'est des vrais cas qui existent, c'est vraiment utilisé actuellement, ou c'est juste des trucs on se dit ça serait bien, enfin on pourrait aller jusque là, mais en fait dans la vraie vie c'est pas encore utilisé. Alors on est en train de les faire. D'accord. Donc encore une fois, il y a 2 ans il n'y avait pas de développeurs, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de clients non plus, il n'y avait pas d'utilisateurs. Et donc on est en train de mettre en place tous ces outils. Nous on travaille avec Vinci Construction par exemple, mais tu as Bouygues, Eiffage, tous les géants de la construction s'y intéressent de très près, avec nous, mais aussi d'autres partenaires. Et donc ces outils sont en train de se mettre en place. Donc comment on industrialise ce genre de projet? On commence par un proof of concept, un POC. Après on lance une sorte de bêta, on lance une expérimentation sur un chantier pilote. Ensuite on vient se connecter au vrai système d'information et enfin c'est déployé. Et donc le temps que tout ça se mette en route, il faut un petit peu de temps. On n'est que fin 2018, ça fait que 2 ans et demi que le casque est sorti. Enfin, et encore, ça fait 2 ans qu'il est dispo en Europe. Il était dispo un petit peu avant. On en parle beaucoup, mais en fait, c'est très récent hein, comme technologie. Ah oui, et donc ça veut dire que, admettons, partons fin 2016, disponibilité de HoloLens en Europe. Bon, bah les développeurs, faut qu'ils montent en compétences. Généralement, c'est des studios, des agences qui faisaient de la VR ou déjà de la R ou qui avaient déjà tout un tas de compétences en interne. Exactement, et qui avaient déjà des clients dans la construction, mais sur d'autres sujets. Eux, fallait qu'ils montent en compétences. Donc, qu'ils se forment un peu sur la techno, et ensuite, les clients, faut qu'ils commencent à prendre, à vouloir commander un prototype là-dessus. Et donc, les premiers prototypes font leurs preuves, on en entend de plus en plus parler. C'est flagrant, nous on était par exemple, tu parlais du Laval virtuel. Dans l'édition 2017, donc c'est vers le mois de mars, on était, je crois, 2 agences à montrer un HoloLens, montrer des choses. L'an dernier, l'édition 2018, on était une 30aine, je pense, à en montrer. Donc autant dire qu'il y a un engouement extrêmement fort. Parce que les entreprises le demandent. Il y a des usages dans le monde professionnel qui sont évidents. On est là pour en parler d'ailleurs. C'est ça. Donc tout à fait. Donc on a vu Donc on parlait effectivement dans la partie chantier et maintenance, puisque le BIM va jusque la maintenance. Ça a bien fait de le préciser. On parle également de l'énergie. Donc là j'ai une capture sur un aspect donc ça c'est plus pour la formation pour des personnes qui vont intervenir en maintenance sur des domaines de centrales nucléaires, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors tu parlais d'industrialisation de solutions. Là on n'est pas sur de la formation. On est vraiment sur de l'aide à la maintenance. D'accord. Ce qu'on a créé, d'ailleurs on a fait il y a 1 mois, on a fait une expérimentation en centrale nucléaire. Donc il a fallu passer quelques étapes avant de pouvoir mettre des HoloLens dans une centrale, je vous laisse imaginer. Ça fait 2 ans donc on travaille avec Framatome, on a développé une sorte de Skype maison, donc un protocole de communication audio-vidéo point à point. Et ça permet donc aux gens qui vont faire la maintenance en fond de piscine, donc généralement dans une centrale nucléaire, il y a souvent des bâtiments réacteurs qui sont mis à l'arrêt pour être en maintenance. Donc ils les arrêtent pendant 6 mois, 1 an. Ils refont toute la peinture, ils refont tout du sol au plafond, et puis après ils rallument le réacteur. Et nous, ce qu'on va faire, on va venir assister à distance le mec qui est en bas de la piscine, donc qui est à côté des combustibles, là où c'est assez radioactif, donc il a un temps d'action limité.
Et on va venir réduire le nombre de personnes qui vont devoir descendre, puisque les autres vont l'assister directement à distance. Ouais. Donc la personne, quand il est en bas, en fait, il est plus tout seul, il est avec tout un tas de gens à distance. Ouais. Et surtout, il peut descendre, il peut mettre ce casque dans sa combinaison, on appelle une combinaison Muroroa, qui est un truc pressurisé, là vous allez le voir, une espèce de combinaison rose. Et oui, ça passe dessous le casque en fait, c'est ça que tu veux dire. Voilà, ça passe sous son home, et surtout les gens peuvent lui envoyer tout un tas d'infos, donc il est jamais bloqué, et quand il est en bas, il est super efficace. Ouais. Donc il y en a un qui est sacrifié, c'est celui qui descend, et les autres sont là pour l'aider. En général, on le prend russe, qui vient d'Ukraine. Alors c'est vrai qu'on se fait un fantasme sur les centrales nucléaires, mais en fait, le mec qui descend, il prend moins que toi quand tu vas chez le dentiste et que tu fais une radio. Donc c'est vrai. il prend vraiment pas grand chose en dose, mais malgré tout. Et donc on voit, on a fait un truc intéressant. On a donc vu que cet appareil, ça ressemble à un PC Windows 10, hein, avec une connectivité Bluetooth, on a connecté ce qu'ils appellent un dosimètre. C'est un petit appareil qui mesure la radioactivité tout le temps. Et normalement, ce dosimètre, ils le prennent en arrivant, ils le reposent en partant, et on dit, bon bah voilà, sur tel laps de temps, vous avez pris tant de doses. Donc, c'est une petite dose de radioactivité. Et ben là, on vient remonter la mesure en temps réel dans le casque, pour les superviseurs. Et comme le casque, il est capable de se positionner dans l'espace et de scanner l'espace, eh bien, on scanne l'espace, on place les points de radioactivité, on vient mapper la radioactivité littéralement dedans. Donc mapper les zones chaudes, les zones froides. Ce qui fait que les intervenants qui viennent derrière, ils voient les zones chaudes et ils les évitent. C'est clair. Ils en prennent beaucoup moins, ils restent beaucoup plus longtemps, ils sont plus efficaces. C'est-à-dire que pour le coup, le premier doit nécessairement venir de Tchernobyl. C'est un éclaireur, il en éclaire. Et non, les autres sont dans leur bureau, tu vas tranquille, peinard. À terme, tu pourrais envisager un drone avec un HoloLens qui fait le premier passage, qui défriche entre guillemets les points chauds. C'est ça. Puis derrière. Et ils ont leur mapping temps réel. Et ensuite, avec HoloLens, ils peuvent vraiment visualiser ça à distance. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil formidable. Et ça devrait rentrer en production l'an prochain, au cours de 2019. On est en train de finaliser l'outil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Framatome, donc c'est le nouveau nom d'Areva, le 1er janvier, lorsqu'ils vont faire une maintenance maintenant pour une centrale nucléaire, ils vont dire, voilà, nous la maintenance, on l'a fait avec ce type d'outil. Donc on sera plus efficace, plus productif que d'autres concurrents éventuellement. Et c'est un vrai outil, une vraie différence concurrentielle. Ils sont prestataires de maintenance pour les centrales Tout à fait. EDF. D'accord, très bien. Ils ont demandé quelles centrales ça concernait, mais en fait potentiellement toutes, puisqu'ils sont prestataires à travers différentes centrales. EDF opère les centrales, Framatome, finalement c'est une société qui à travers le monde est spécialisée notamment dans la maintenance. Donc dès qu'il faut mettre à l'arrêt un réacteur et changer des pièces, etc., bah, on envoie les équipes de Framatome, tac tac, ils savent faire. Et l'outil est un argument commercial du coup. Et l'outil est une vraie différence, c'est un vrai outil compétitif. Carrément. Tout à l'heure, il y a eu une question de Android Windows, je crois, qui a posé la question. Il voulait savoir s'il y avait une caméra sur le lens. Alors, bon, il y a les caméras pour tout ce qui est il y en a plein reconnaissance, tout ce qui est reconnaissance de l'espace. Je pense que sa question, c'est plus du coup, est-ce qu'on peut faire des photos? Alors oui, il y a une caméra frontale, la résolution n'est pas terrible, mais on la voit devant, on peut filmer, on peut envoyer le stream vidéo à distance, on peut prendre des photos, on peut faire tout un tas de choses. C'est une webcam, quoi. Oui, c'est la même que le téléphone. Oui, parce que je pense qu'il a dû réagir au fait que effectivement il y avait la vidéo de Microsoft qui parlait du BIM avec l'architecte qui voyait à travers les yeux de son chef de chantier. Donc je pense que très bien. Donc un premier domaine, super. Donc ça c'était un des premiers domaines et secteurs effectivement. Donc on est effectivement sur de la maintenance pour le nucléaire. J'avais noté également un autre travail que vous avez fait, qu'on va voir là, pour Naval Group. Donc là, c'est plus dans la construction. Donc là, on voit en plus l'interface de HoloLens. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là le contexte en fait de HoloLens chez eux? Alors l'idée, c'est d'équiper les chaudronniers. Donc le chaudronnier, c'est le plombier du bateau sur un... Donc Naval, alors déjà je vais commencer, Naval Group, qui c'est? Naval Group, ça s'appelait avant DCNS, avant la DCN, et bien avant, il y a 4 siècles, ça s'appelait la Compagnie des Indes. Donc c'est des gens, ça fait 4 siècles qu'ils font des bateaux. Aujourd'hui, c'est l'armateur français de référence, donc ils construisent des frégates, des navires de guerre, des sous-marins. Sur un bateau, il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de câbles. C'est clair. Ils avaient la volonté on a fait juste un prototype pour eux pour le moment, de faire un prototype pour les chaudronniers. Et nous on a réfléchi comment est-ce qu'on peut venir équiper les chaudronniers, donc ils viennent monter les tuyaux sur ces bateaux, quelles sont leurs problématiques et comment est-ce qu'on peut optimiser leur quotidien. Et donc on a fini par leur faire une application où
l'idée lorsqu'un chaudronnier doit une opération effectuée, donc il doit monter un tuyau dans un local. Finalement, il va arriver dans ce local avec HoloLens. Il va afficher le tuyau en surimpression là où il doit être mis, et il n'a plus qu'à mettre les colliers à l'endroit par-dessus les hologrammes, mettre le tuyau par-dessus, visser, et il s'en va. Donc, et il est sûr de ne pas se planter. Enfin, il ne se plante pas. Si le modèle 3D était bon, il ne se plante pas. S'il n'est pas sûr, il peut appeler des gens, et quelque part, il n'est pas obligé d'avoir son HoloLens. Il y a un moment, il peut l'enlever, il peut voir si c'est cohérent, il a une certaine autonomie. Et donc, ça lui évite de faire des erreurs d'interprétation sur les plans, parce qu'ils ont des espèces de plans ISO qui, des fois, on les voit un petit peu passer, qui sont difficilement lisibles, compréhensibles. Il peut leur arriver de monter les tuyaux à l'envers. Mais sur leur dossier, sur leur ordre de travail, ça avait l'air cohérent, donc ils partent comme ça, et puis en fait, lorsque le contrôleur passe derrière, le tuyau est à l'envers. Et parfois c'est trop tard. Parfois c'est trop tard. Alors qu'avec là, on le voit ici en surimpression, c'est comme une pièce de puzzle. Ils ont la forme, il n'y a plus qu'à mettre dessus, et ils gagnent un temps phénoménal. Ouais, c'est ce qu'on dit dans la chatroom, c'est que du coup, en fait, les gens sont, enfin, les chaudronniers du coup sont réduits qu'à juste la partie main d'œuvre en fait. Il y a moins de travail de réflexion, ils sont juste là pour faire ce que leur dit le casque globalement. Alors, il faut préparer le truc, quoi. Pas tout à fait, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que au début, la première réflexion, lorsqu'on a créé l'app, c'était de se dire, on va leur dire, alors étape 1, tu mets la vis, étape 2, tu mets le collier, après tu mets le tuyau, après tu visses. Mais en fait, ça, ils savent le faire. Donc nous, on leur a plutôt donné un outil, on leur dit, si tu veux, tu peux afficher les colliers, tu peux afficher les tuyaux, tu peux afficher ton opération, tu peux afficher tes plans, et donc ils ont un outil. C'est-à-dire que eux, dans leur boîte à outils, ils viennent avec un HoloLens, et généralement, ils le mettent au début de l'opération pour avoir une bonne compréhension du chantier de ce qu'on leur demande. Et puis au moment où il faut souder les tuyaux, ils n'ont pas besoin d'un HoloLens. Ils l'enlèvent, ils soudent, ils savent faire. Et puis après, ils le remettent éventuellement pour vérifier. Ils peuvent faire un rapport. Donc on parlait de prise de photos, ils peuvent prendre des photos, ils alimentent un rapport et ils envoient ça au bureau d'études pour mettre à jour le système d'information. C'est une vraie considération que vous avez eue pendant le développement de ce projet-là, de prendre en compte cette remarque-là pour pas que la personne soit réduite à juste faire. C'est une demande qu'ils ont faite eux. Non, c'est venu de nous et c'est d'où l'intérêt de ne pas fonctionner en cycle en V. C'est qu'au début, lorsqu'on a signé le deal avec Naval Group, il s'agissait de faire un scénario étape par étape. Et donc, dans les premières réunions qu'on a pu réaliser avec les chaudronniers, avec les vrais gars du terrain, on s'est bien rendu compte que c'était pas des machines, qu'ils avaient une certaine autonomie, qu'ils voulaient garder cette autonomie. Et surtout que, visser et souder, ils savaient le faire, on n'avait pas besoin de les accompagner. Donc, on a revu le scénario pour leur donner un outil et non plus un scénario pas à pas. Et puis du coup, moins tu inclus d'étapes et de détails, plus c'est fluide et plus c'est simple à utiliser aussi. Au niveau ergonomique, si tu te dis étape 1, tu sors tes vis, déjà t'es énervé quoi. Bon, tu te fous de ma gueule. Exactement, et puis c'est les chaudronniers. Je veux dire, les chaudronniers, les mecs, c'est leur boulot quoi, les mecs. Tu mets un tuto. Alors, un tournevis, qu'est-ce que c'est? Non, mais ils sont super qualifiés. Voilà. Alors sur d'autres métiers, je dis pas, on pourrait faire cette étape-là. Par exemple, un intérimaire qui arrive sur une ligne de montage qui est pas forcément bien formé, il sera bien content d'être guidé comme ça. Bah tuto quoi. Ou même, c'est ce que Draxas disait tout à l'heure dans la chatroom, c'est le but, c'est effectivement potentiellement d'avoir ce niveau de détail, mais uniquement invocable quand on a besoin et pas de l'imposer comme on peut l'avoir sur certaines applis mobiles à l'heure actuelle qui te disent ah ça c'est la boîte de réception, alors là-dedans tu vas retrouver tes mails. Machin, etc. Bon, c'est bon, quoi, on sait. Ça dépend vraiment de l'utilisateur. Voilà. Dans ce cadre-là, l'utilisateur, il est ultra qualifié. Il faut prendre ça en considération. Ouais, c'est bien. Un autre domaine dans lequel on n'a pas encore évoqué HoloLens, c'est la partie santé. Puisqu'il y a tout un domaine d'application autour de la santé connectée ou le télémédecin, il y a plein de choses. Donc là, on va parler de Nomadic, qui est une autre société bordelaise qui travaille effectivement sur les domaines d'application d'HoloLens. Et vous avez travaillé avec eux pour développer de l'application qu'ils utilisent avec HoloLens. C'est ça, en fait, Nomadic, ils disposent d'un système de télémédecine, donc ils ont déjà un système sur tablette qui permet aux ambulanciers de faire tous les relevés paramédicaux, la température, le poids, la saturation, etc., de relever s'il y a des coupures ou des blessures quelque part, et d'envoyer ce dossier directement à un établissement hospitalier. Il faut savoir qu'actuellement, normalement, les ambulanciers ils font ça dans la voiture, c'est-à-dire que normalement, ils arrivent sur place, ils prennent en charge le patient, et puis dans la voiture, il y en a un qui conduit, et il y a l'autre qui fait le relevé, et quand ils arrivent à l'hôpital, ils donnent la feuille. Donc déjà, avec le système Nomadic, ils avaient complètement numérisé toute l'opération. Et là, ce qu'on est venu faire, on est venu se connecter à ce système, on a créé toute une interface avec HoloLens, et d'un coup, l'ambulancier, il a même plus la tablette dans les mains. C'est-à-dire qu'il reste
tête haute, main libre, il s'occupe du patient et en même temps il fait ses relevés. Ouais, je crois que c'est l'un des premiers vrais arguments pour l'utilisation de la techno, c'est qu'à partir du moment où tu bosses, en général, t'as pas un troisième bras pour tenir ce qu'il faut que tu utilises comme outil. T'as déjà les mains pleines. Technicien qui est descendu dans le cœur de la centrale pour. Ouais, exactement. Si tu dois avoir ta tablette et non, mais lui, il a un troisième bras. Ah oui. Et uniquement s'il est russe. Voilà, c'est ça. Ça ne marche que comme ça. D'accord, donc c'est effectivement regagner de l'autonomie et puis faciliter, numériser aussi le travail qui était fait en même temps. Ok. Bah là, c'est améliorer la prise en charge du patient. Et puis par sa prise en charge, donc déjà on va plus vite à faire le relevé, on s'occupe mieux du patient puisqu'on le regarde pendant qu'on le fait. Et puis on envoie toutes les infos à un médecin régulateur à distance, qui sont tous centralisés à un endroit, ce qui fait que quand le patient il va arriver aux urgences, par exemple, on aura déjà préparé un bloc opératoire adéquat avec les outils qu'il faut, etc., si jamais il y avait une intervention à faire. Et puis à distance aussi, vu que le médecin il a vraiment toutes les infos centralisées au même endroit, des fois, il peut diagnostiquer une pathologie qui n'aurait pas été vue si on faisait les relevés à la main sur une feuille. Ouais, complètement. Voilà, là, il se dit, tiens, le test pupillaire, il a donné ça, sa pression artérielle, c'est ça, etc. Attention, il y a peut-être un risque d'AVC et on va faire attention à... Ils réagissent plus rapidement, ils partagent, il y a tout un enjeu de collaboration, c'est ce qu'on se rend compte, en fait, il y a beaucoup de collaboration autour des différents projets. Ouais. Et donc ça facilite également ce domaine d'application avec HoloLens, qu'on n'aurait pas sur d'autres systèmes. Et surtout une notion d'instantanéité, je pense. Comme le médecin a tout de suite les résultats, les machins, etc., pendant que l'ambulancier est en train de prendre en charge, en fait, le médecin peut commencer à réfléchir sur le cas et à analyser le cas, alors que l'ambulance est en cours de pilotage. Mais du coup, effectivement, si le médecin détecte quelque chose de grave ou de dangereux, etc., en fait, il peut même interrompre, je pense, l'ambulance en leur disant garez-vous sur le côté, il faut absolument lui faire ça tout de suite, parce que sinon, il n'arrivera pas jusqu'à l'hosto. Et d'ailleurs, s'il faut faire une manip délicate, on va pouvoir guider l'ambulancier directement, puisqu'il est équipé d'une sorte de Skype. Ouais. Et donc le médecin va voir ce qui se passe, et finalement il va lui dire attends, pose le garrot ici, fais une incision ici, etc. Il va même pouvoir lui pointer des trucs dans son espace. C'est génial, ça. Donc là il faut mettre un casque un petit peu pour s'en rendre compte, mais imaginez vous portez un casque, et à un moment vous avez une espèce de fenêtre Skype comme ça qui vole avec le médecin qui vous explique, et à un moment il vous pointe des choses dans votre espace réel, et là vous pouvez réagir. Donc le médecin il devient vraiment votre tête, et vous êtes les mains, et vous appliquez quoi. Bah, comme c'est dit dans la chatroom, avec les déserts médicaux qu'on a à l'heure actuelle, ce serait une solution complète, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait plus autant de médecins, mais des infirmiers, par exemple, moins qualifiés, des ambulanciers, moins de spécialistes. Pas 8 ans d'études, quoi. Enfin, pas 10 ans d'études, même, le médecin. Alors, on retrouve ce cas dans la médecine sur tous les... sur les opérations de maintenance également, parce que finalement la médecine on vient maintenir un humain. C'est ça. Et donc, et les tuyaux qui apparaissent. et dès qu'on a besoin d'un spécialiste, souvent les spécialistes ils ont un planning pas possible, ils sont toujours à des centaines de kilomètres. Faut prendre un rendez-vous, imaginez. Voilà, donc là, faut les faire déplacer. Là, c'est ça. Quelque part, le spécialiste il reste chez lui, boum, il répond tout de suite. Et puis à la fin de l'intervention, il passe à un autre, etc. C'est le spécialiste as a service en fait, c'est ça. Ça c'est le mot-clé pour le business, c'est parfait. Peut-être. On va peut-être pouvoir délocaliser les spécialistes. Exactement. Ça fait plusieurs années qu'on parle de télémédecine, mais sans vraiment voir des outils, avoir des outils qui sont dédiés. Effectivement, ce genre d'outils, c'est juste mortel par rapport à tout ce qu'on peut penser d'autre par rapport sur le sujet. Il y a une application aussi qu'on imaginait. C'est d'aller équiper, tu as les électrocardiogrammes ou les électrochocs qui sont dans les lieux publics, etc. Ouais. Imagine si tu avais un HoloLens aussi, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est vraiment dans une situation de danger, danger de mort éventuellement. Vite, tu prends ton HoloLens, tu l'allumes, boum, tout de suite, tu es mis en relation avec un spécialiste, et là il te dit fais ça, pose ton garrot ici, attention, ça doit être ça, et il te guide complètement. Et je sais pas si j'arriverai à poser un garrot, d'accord, mais si le mec commence à dire bon, vas-y, tu sors le couteau là, vas-y, coupe. Alors, n'ayez pas peur. Ça va gicler. Fais gaffe, ça va gicler. Je sais pas, mais ferme la bouche. À un moment, faut le sauver. Donc, oui, non, bien sûr. Ça te manque en passant des électrodes, tout à fait. Ouais, c'est un peu la prolongation des cours de massage cardiaque, etc. Quoi. Ça va dans la prolongation. Premier soin, survie, premier soin, etc. Très bien. Un autre secteur du coup dans lequel on trouve également le domaine d'application pour HoloLens, c'est tout ce qui va être la culture.
C'est ça. Alors, on va parler des musées. Donc là, il y a une vidéo qui défile sur... C'est au Futuroscope. Ça, c'est au Futuroscope. Vas-y, si tu peux nous expliquer un petit peu ça. C'est une petite démo en discussion avec eux pour savoir ce qu'on peut faire comme type d'animation. On montre surtout un travail qu'on a réalisé avec le CNRS et puis un département qui est à Bordeaux, qui s'appelle Archéovision. Ici, on a fait une expérimentation sur une reconstitution polychromique du buste d'Akhenaton. Donc, on vient mettre en avant le travail des archéologues, comment est-ce qu'ils ont reconstitué la couleur, les formes, etc., les pigments sur un vestige. On est vraiment sur la thématique du musée augmenté. On veut faire revenir les gens au musée, on veut donner de l'intérêt au musée. Et aujourd'hui, on est une génération hyper connectée, hyper numérique. Lorsque tu vas dans un musée, tu as un décalage total. Et des fois, finalement, le musée ne parle plus le même langage. Ouais. Donc tu as du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Et d'un coup, tu lui ramènes du numérique que toi tu connais bien. Là, tu es à l'aise. Et là, tu prends de l'intérêt pour le musée. Et le gros bénéfice d'utiliser un HoloLens, c'est que tu regardes l'œuvre. Ouais. Si tu avais de la réalité augmentée sur ton téléphone, tu regarderais ton téléphone. Oui, c'est vrai. Là, tu regardes l'œuvre et ça tombe bien. Et donc, à nous de pas trop masquer l'œuvre non plus avec nos hologrammes, de la sublimer et de faire en sorte que l'œuvre reste au centre de l'expérience. Ouais, complètement. Alors, toujours dans le domaine de la culture, il y a un autre projet autour du Mont Saint-Michel, que vous avez, Oui. un des plus récents, je pense, dans les projets dans lesquels vous avez travaillé. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter également ce projet-là? Alors, on l'a livré au mois d'octobre. Il tourne en ce moment à Paris dans l'hôtel des Invalides, dans un musée qui s'appelle le musée des plans reliefs. C'est un musée qui héberge une collection de plans reliefs de villes fortes. On y trouve, voilà, donc là ici on voit la maquette du Mont Saint-Michel avec devant un de nos hologrammes. Et on est venu toujours avec ce même concept, de garder l'œuvre au centre de l'intérêt. On vient créer une médiation culturelle, on vient expliquer toute l'histoire de cette maquette, l'histoire du Mont Saint-Michel, pendant une quinzaine de minutes avec des hologrammes. Donc on raconte que le Mont Saint-Michel, au XIIe siècle, c'était un rocher, il y a un abbé qui a commencé à arriver à construire une petite abbaye, donc on vient faire le tour de la maquette comme ça, on parle des fortifications, on parle de l'abbaye, de toutes ses évolutions, parce qu'elle n'a pas toujours ressemblé à ça, ça a évolué énormément au cours du temps. Et voilà, on parle de tout ça, et c'était une super expérience. Je vous invite à aller visiter, aller voir cette expo, donc au musée des plans reliefs à l'hôtel des Invalides, à Paris. Donc l'animation HoloLens est gratuite, je crois que la place du musée ça doit être 8 €, gratuit pour les mineurs, etc. Parfait pour les vacances. Ça vaut vraiment le coup, on s'est bien lâché, là pour le coup on a mis beaucoup de cœur, on a mis tous nos savoir-faire et tout ce qu'on pouvait mettre comme effets spéciaux et qu'on a l'habitude de faire dans le jeu vidéo, on l'a mis dans cette appli et on a des très bons retours. C'est vrai que c'est génial. Effectivement, il y a eu pas mal de communication autour de tout ce qui est projet sur tout ce qui est archéologie, exploration du passé. Parce qu'en fait, quand on est face à quelque chose, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé et dans quel état c'était il y a 100, 200, 300 ans. Et c'est vrai que là, c'est Holotour qui faisait ça un petit peu aussi. Tu avais des sur c'était quoi, les Incas? On pouvait visiter le Machu Picchu et Rome. Ça. Voilà. Et ça, c'était super intéressant. Hein. Moi, je me souviens, j'ai visité, petite perso, 3 fois le Mont Saint-Michel. J'ai absolument jamais rien retenu. Mais jamais. Alors que là, il y a un moment, tiens, ça parle notre langage. Alors bon, je suis un petit peu biaisé sur cette application parce que j'avais la tête dans le guidon pendant plusieurs mois. Mais en tout cas, tous les retours sont excellents et ça touche vraiment toutes les générations. Ouais. Que ce soit les plus jeunes, même les seniors s'y retrouvent. Et bon, on espère que les gens ont appris un peu quelque chose. Il y a eu pas mal de questions dans la chatroom sur le champ de vision. Oui. C'est vrai que le champ de vision, quand HoloLens est sorti, bon, le truc est génial, la techno est géniale, le principe est génial, et quasiment tout le monde a été unanime pour dire dommage, il y a un petit champ de vision. Tout à fait. Alors, c'est un frein purement technologique, c'est-à-dire que l'ordinateur, alors HoloLens, je vais le sortir du casque, ça on va faire un petit peu mieux. Je peux faire ça. Paf! Zut, il n'est pas garanti, c'est un truc de dev. Pas cassé. Je vais montrer sur celle-là, ouais. Pardon, donc il y a quand même tout qui tient là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que c'est autonome, il est connecté à rien. Donc ça veut dire la batterie, le processeur graphique, ce qui s'appelle le HPU, processeur holographique. Ouais. Tous les capteurs ici, c'est l'équivalent d'une caméra Kinect qui est posée devant. On a 4 caméras haute fréquence qui filment sans arrêt l'environnement, de l'infrarouge, une caméra de profondeur, enfin bref. Et donc, à un moment, il a fallu faire des choix. Il fallait que la batterie tienne. Donc,
je pense qu'ils auraient pu faire un champ de vision 2 fois plus grand. Mais à ce moment-là, l'autonomie, ça aurait été 30 minutes. Ouais. Ça aurait été un peu dommage. Ou alors, il aurait fallu déporter un module à la ceinture. Mais à ce moment-là, on casse un petit peu tout. Donc, on attend de pied ferme la 2e génération qui devrait tout exploser en termes de performance, et notamment en termes de champ de vision. Maintenant, nous, on a appris à designer avec ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de trucs de design qui te font regarder au bon endroit, au bon moment, dans la bonne direction, pour que ça soit pas du tout gênant. Et je crois que tu as eu l'occasion de jouer à Fragments. Ouais. Fragments qui a un magnifique jeu d'enquête. Tu l'oublies complètement. Le champ de vision, tu l'oublies complètement. Ouais, parce que tu te concentres sur ce que tu vois, au final, pas sur ce que tu ne vois pas. Bon, tu le vois, tu sais qu'il est là, mais une fois que tu es dans l'immersion du jeu, de l'expérience, globalement, franchement, tu fais fi de ça. Franchement, quand tu vas regarder contre le mur à travers la fenêtre pour aller voir les trucs, les détails, etc., tu fais pas gaffe à ça. Quand tu entends le son, tu le disais effectivement avant qu'on lance l'émission, là, que l'expérience sonore fait pour beaucoup dans le jeu, c'est complètement vrai. Et il y a un très bon... c'est une bonne question ça. Il y a un très bon rendu sonore sur ce casque-là. Et dans le jeu, c'est exceptionnel. Là, dans le cadre professionnel, je pense pas que ce soit quelque chose qui vous serve beaucoup. Autant que dans le jeu, vous n'avez pas besoin de localiser du son si précisément. Voilà, donc c'est complètement. Okay. Mais donc, juste pour finir pour le champ de vision, ça peut être un peu frustrant de prime abord, mais c'est pas du tout gênant, ça dégrade pas du tout les expériences. Fragment en est la preuve concrète. Et puis dans le monde professionnel, quand on fait de la maintenance, quelque part on est bien content de bien voir ce qui se passe autour. Voilà, quand t'es en centrale nucléaire, etc. Finalement, t'as pas envie d'être complètement immergé, et il faudrait surtout pas, ça serait dangereux. Alors c'est vrai qu'en tant que développeur, on aimerait bien avoir un peu plus de liberté, pouvoir passer d'une expérience plus immersive à une expérience moins immersive, etc. Mais c'est comme les résolutions d'écran. Au début, le premier iPhone, la résolution était ridicule. Aujourd'hui, on est, je sais pas, ces écrans Apple, ils sont indécents. C'est ça, c'est que les gens les gens l'oublient, mais en fait, c'est la première génération de cette techno. C'est-à-dire que les gens font beaucoup de parallèles avec les casques de réalité virtuelle, mais ils en sont déjà, eux, à leur 3e, 4e génération. Alors que là, on est vraiment sur la première génération de ces casques-là. Et puis, je crois que c'est quand ils l'ont présenté en 2015, où il me semble qu'ils étaient une quinzaine, la core team, qui a bossé dessus, un truc comme ça. Enfin, c'était pas un truc énorme chez Microsoft. Si. Sur le matos, oui, mais sur tous les principes, tout ce qui a été avant, toute la conception. Alex Kipman, c'est ça qui avait présenté. C'est Monsieur Kinect qui, à la base, est parti avec une partie de ça. Non, je pense qu'il était plus que ça, mais... En tout cas, il y avait un truc, c'était hyper fermé. Personne comme chez eux. Fait des badges et tout. Non, Microsoft, c'est une grosse société. Je trouve qu'il y avait beaucoup de monde en R&D, que ce soit en hardware, en software. Enfin, on parlait du prix, 3300 €. Je pense que Microsoft perd de l'argent à le vendre ce prix-là. Il y a un concentré technologique. Même actuellement. Oui, je pense, Ok. Ouais, je pense que le hardware vaut ce prix-là. Il y a un pari de la part de Microsoft sur cette techno-là. C'est pas un moonshot, c'est vraiment un pari sur la technologie. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils poussent pas mal sur la techno. Alors du coup, on va avancer un petit peu sur la suite. On a vu un petit peu différents cas d'usage dans lesquels vous avez eu l'occasion de travailler. Comment ça se déroule ces projets-là et ces différents domaines d'application? Est-ce que c'est vous qui allez prendre des contacts? Est-ce que tu as dit qu'il y avait beaucoup de contacts entrants? Ou est-ce que, par exemple, c'est des intermédiaires comme Microsoft qui vous met en avant pour ces domaines-là? Est-ce que c'est des gens qui viennent voir Microsoft ou des gens avec qui Microsoft a l'habitude de travailler qui vous met en avant comme prestataire? C'est vrai qu'on a de la chance qu'on avait déjà une réputation et qu'en 2016, on était les seuls développeurs, donc les gens nous appellent. Donc il y a les deux. Soit les gens nous appellent et on répond, on commence à discuter du projet, à le mettre en forme. Donc soit ils ont déjà une bonne idée du projet ou pas du tout. À ce moment-là, on les accompagne jusqu'à la concrétisation du projet. Microsoft nous met en avant, au même titre que d'autres partenaires. Si Microsoft sent qu'on est le partenaire privilégié pour tel type d'application et qu'ils ont un client qui a une demande, ils vont nous diriger vers nous naturellement, mais on n'est pas les seuls. Microsoft a monté un programme qui s'appelle Mixed Reality Partner Programme. Aujourd'hui, il y a une douzaine de sociétés en France. Voilà, on est tous traités de manière équitable. On a, nous, la chance, je pense qu'on est la plus grosse équipe, et puis on a la plus grosse expérience, donc forcément... Vous étiez les premiers, quasiment. On était les premiers. Lorsqu'il y a des projets un peu chauds, avec une deadline serrée, qui a besoin d'une certaine technicité, souvent on nous appelle. Mais aujourd'hui, on n'est plus les seuls. Il y a d'autres studios qui sont très talentueux, qui se posent sur qui réfléchissent au sujet et qui développent de belles choses dessus aussi. Alors, on en est sur la maturité en fait de la connaissance de HoloLens. Est-ce que c'est les clients finaux qui viennent avec des demandes
ou est-ce que ça va être plutôt des sociétés intermédiaires, plutôt dans le développement de la prestation, qui sont déjà en contact avec eux, et qui vont dire, regardez, ça serait bien d'aller chercher aussi ces cas d'usage-là, proposer un truc avec les HoloLens. Non, c'est vraiment les clients finaux. C'est déjà les clients finaux qui vont assimiler ça et qui viennent. C'est les Airbus, les Framatome, UPSA, Thales qui nous appellent en direct. Ils n'en sont pas à leur premier projet numérique. Hein. C'est des gens qui ont beaucoup expérimenté en réalité virtuelle, qui ont toujours fait du numérique. Ils ont vu HoloLens arriver. Tout de suite, ça leur a parlé. Ils se sont dit, tiens, on fait énormément de choses. Airbus, par exemple, a monté très vite. C'était un des premiers vraiment industriels sur le sujet. Ils ont monté une holographic academy en interne. Ah ouais, quand même. Aujourd'hui, ils sont une centaine chez Airbus en interne à travailler sur le sujet. On imagine, sur la maintenance, j'imagine également pour... Sur de la maintenance, sur de la formation, sur tous les domaines d'activité qu'on a pu évoquer. Airbus, c'est un groupe colossal. Et donc, chaque heure que peut économiser Airbus sur ses lignes de montage, autant de compétitivité de gagner. Après, comme tu disais, je pense que Microsoft effectivement parie sur l'avenir là-dessus. Moi j'ai entendu plusieurs articles, enfin j'ai lu plusieurs articles, c'est mieux, qui disaient que en fin de compte c'était la revanche de Microsoft par rapport à l'iPhone, la revanche sur Apple par rapport à l'iPhone, et que ouais, mais on est que sur du B2B, on est que sur du pour professionnel. Pour le moment, parce qu'on a un truc à 3300 balles. D'accord. C'est On sûr. va en parler juste après. Je vais juste conclure sur cet aspect dans les projets de développement. On va peut-être un petit peu parler technique. C'est une question que tu as mise toi. Je te laisse peut-être la poser au niveau des technos, développement, etc. Ouais. Non, c'était par rapport aux technos que vous utilisez et qui sont même majoritairement utilisés. HoloLens, c'est quoi? C'est plutôt Unity? Plutôt, ouais. Ils viennent de sortir un toolkit sous Unreal. Ouais. Mais nous on utilise Unity. Alors, il faut savoir qu'on a travaillé tout au début chez Asobo. Asobo utilisait son moteur maison. D'accord. Et c'était un des critères qui a fait la différence, parce qu'il n'y avait pas de plugin Unity déjà, ça n'existait pas. Vous avez pu l'adapter pour HoloLens en fait. Alors, ça, c'est Microsoft et Unity qui ont fait le boulot pour l'adapter. Mais votre moteur maison. Mais en fait, comme on avait notre moteur maison, on avait déjà travaillé sur du Kinect. Finalement, il y avait des libs assez proches. Donc, on a pu très vite intégrer la techno et compiler très vite sur HoloLens. Parce qu'on maîtrisait absolument tous les tenants et les aboutissants, on dépendait de personne. Ensuite, c'est vrai que sur la partie pro, on développe Zapier HoloLens à 99%, je pense, sous Unity. Et nous, souvent, les clients nous demandent les sources. Donc, il fallait qu'on se conforme un petit peu aux standards du marché, donc on utilise Unity pour développer dessus. Et c'est pas bien différent d'un développement en VR ou en réalité augmentée classique sur téléphone ou même développement d'un jeu mobile. Oui, Unity c'est plutôt du C# ou du JavaScript. Enfin, ça ressemble très fortement à ce type de langage. Oui, c'est des technologies qui sont relativement abordables en fait pour les développeurs actuellement dans le milieu de l'entreprise en général. C'est des technologies qu'ils peuvent maîtriser parce qu'ils connaissent un petit peu déjà l'environnement Microsoft, et Unity c'est un toolkit beaucoup plus grand de développement autour des langages qu'on connaît déjà. Unity il est plébiscité par tous les développeurs mobiles ou tablettes. Je pense que 90% des jeux mobiles sont faits avec Unity, 2D ou 3D. Et on est sur des environnements de développement vraiment similaires, avec des contraintes similaires, puisque en termes d'architecture processeur, CPU, GPU, etc., on est sur des puissances équivalentes aux mobiles. Et du coup, une équipe de dev, quand vous recrutez du développeur, que ce soit chez Asobo ou chez HoloForge, pour bosser sur du HoloLens, vous allez chercher quoi comme profil? Un mec qui fait déjà de la 3D, qui fait déjà du game design, enfin pas du game design, mais c'est les mêmes profils que pour le jeu vidéo. Ouais. Par contre, quand on les embauche, on leur dit très clairement qu'ils ne vont pas faire de jeu. Ouais. Ils vont faire des outils métiers professionnels. Mais oui, on recrute des gens, souvent qui ont de l'expérience dans le gaming. D'accord. Et enfin, voilà, c'est les mêmes typologies de recrutement. D'accord. On va enchaîner sur le point ouverture de l'utilisation de la réalité augmentée et la réalité mixte. Comment tu vois l'évolution du marché? Donc là, on sent qu'on est effectivement sur un pic, on va dire, de demande. Donc les clients, un marché un peu mature en fait du côté du monde professionnel. Comment tu vois l'évolution en fait de ce marché-là? Alors, bon déjà, il y a un deuxième acteur qui est rentré dans la course, qui s'appelle Magic Leap. Tu voulais peut-être en parler Vas-y. Non, on en est en plein dedans. C'est le seul casque qui joue dans la même cour. C'est-à-dire que c'est le seul qui est capable d'afficher des hologrammes, des modèles 3D dans l'espace avec autant de stabilité, autant de compréhension d'espace. Donc c'est bien qu'il y ait un concurrent, puisque le marché va un peu se pousser.
on sent que ça va se décanter et ça va commencer à devenir un peu grand public. Je pense quand Apple rentrera dans la course. Ouais. On sait qu'ils travaillent sur des lunettes de ce type-là. Ouais. Ils ne les sortent pas encore parce que, à mon avis, elles sont pas encore au niveau, ou alors elles doivent être tout juste au niveau dans HoloLens. Et Apple, s'ils sortent quelque chose, ça doit être exceptionnel. Et ça doit être grand public. Ouais. Et donc, les lunettes de réalité augmentée d'Apple, elles auront une approche très similaire à HoloLens, sauf qu'elles seront grand public. Ouais. Elles seront connectées, enfin, je suppose, hein, mais de ce qu'on voit, c'est intéressant. La semaine dernière, je crois que Tim Cook a donné une interview où il a déclaré que dans quelques années, la réalité augmentée aura vraiment envahi le monde entier, au même titre que les smartphones, et qu'aujourd'hui, on ne l'imagine pas du tout. C'est pas anodin que quelqu'un comme Tim Cook parle de ça. Et lui, dans ce même reportage, tout ce qu'on voyait, c'était un peu de réalité augmentée, made in Apple. C'était vraiment la seule feature qu'on voyait de chez Apple. Et on voit qu'ils commencent à mettre en place, dans toutes les keynotes, ils parlent d'ARKit, ARKit 2. C'est vrai, et ça a toujours une place assez prépondérante. Et je suppose que le jour où les lunettes Apple vont sortir, ils diront déjà, non mais regardez, toutes nos apps, elles sont déjà compatibles. Mais oui. Et là, ils vont arriver avec un truc consumer, et là, ça va être un régal. Mais à chaque sortie d'iOS, ils parlent de plus en plus des nouvelles features d'ARKit, etc. Et c'est vrai qu'ils commencent à prendre une avance absolument monumentale. On voit que sur l'iPhone X, la caméra frontale, elle est équipée d'un capteur de profondeur. Ouais. Ils sont équipés, c'est une technologie de malade sur l'iPhone X. Par contre, aujourd'hui, ils sortent pas, et c'est vrai que Microsoft, ils ont réussi un coup de force. Ils sont quand même sortis un device bien extrêmement performant. Je pense que ça faisait bien longtemps que ça leur était pas arrivé. Ils ont coupé l'air tout le pied à tout le monde. Ouais. Magic Leap a eu beaucoup de mal à sortir un device, et ils sortent quelque chose qui est tout juste dans la même cour, qui a quelques avantages. Celui à droite là. Un peu mieux. Alors celui du milieu, c'est pas la même catégorie. Ouais, c'est méta, c'est un truc qui est branché, qui reste branché à un PC et puis qui a pas le même rendu. Quoi. Ouais, ça n'a rien à voir en termes de stabilité d'affichage, mais Magic Leap, déjà, il n'a pas du tout un usage professionnel. Ça va être plutôt pour des designers ou pour du gaming. Il n'a pas d'usage professionnel parce que tu peux pas porter de lunettes déjà avec. Il obstrue naturellement le champ de vision périphérique. Donc t'imagines sur un chantier où tu as besoin de voir exactement, tu as besoin de voir tes pieds, tes mains. Bah là, c'est pas possible. Tu as besoin de voir la poutre qui t'arrive dans la tronche. C'est ça, globalement. On se rend pas compte de tout ça, effectivement. Ouais. Bah oui, c'est vrai que là, vu que c'est tout ouvert sur le bord, ça change tout. C'est clair. Donc ça a vraiment été pensé pour ça dès le départ. En fait, c'est... La sécurité, c'était dans les premiers sujets de discussion chez Microsoft, il y avait la sécurité tout le temps. C'est vraiment pas. D'ailleurs, les premiers protos, c'était pareil, hein, ils ressemblaient à des Magic Leap. Et finalement, ils ont tout mis au-dessus, ils ont vraiment dégagé le champ de vision pour qu'on puisse travailler confortablement. Alors Magic Leap, pour ceux qui étaient dans une grotte pendant ces 7 dernières années, je sais plus. C'est ceux qui ont balancé ça, qui ont dit waouh, regardez, il va y avoir un cachalot qui va sauter au milieu d'un gymnase, ça va être super réaliste et tous les enfants vont crier. Bon, c'est bon. On peut dire que c'est un joli coup marketing. Ça a fait plouf. Il y avait ce genre de choses aussi où tu projettes une galaxie et non seulement tu vois la galaxie, mais en plus elle illumine la personne en face de toi. Enfin, on est quand même un poil dans le bullshit là quand même. Tu crois qu'un jour on pourra avoir des technos qui seront capables de jouer sur la luminosité des gens, enfin illuminer, que l'hologramme illumine la personne en face de toi et change le... Enfin, non, t'auras peut-être éventuellement un petit émetteur de lumière sur ton casque qui pourra jouer l'ambiance. Peut-être. Le Ambilight, le Ambilight sur le HoloLens. Pourquoi pas Enfin, ça, c'est pas du tout de la science-fiction. Alors, le coup du cachalot, oui, c'est du bullshit et oui, c'est une grosse déception lorsqu'on voit le casque parce qu'il y a aussi des problèmes de champ de vision, des problèmes de stabilité, de performance, etc. Par contre, dans 10 ans, dans 10 ans, on a tout ça. Mais on a tout ça, c'est miniature, on l'a sur les yeux, etc. Et donc, ça, on n'en est pas très loin. Avec les ombres et tout. Alors, s'il a des ombres, il y a quand même des ombres, une projection d'ombre de l'hologramme sur les mains et tout. Alors aujourd'hui, c'est ouf quand même. Aujourd'hui, on est sur un affichage additif, donc on gère pas les noirs, donc on gère pas des ombres notamment, on voit au travers. Et la transparence, tu peux parce qu'on me demande plusieurs fois dans la chatroom, tu peux gérer le niveau de transparence ou... Alors oui, tu peux gérer la luminosité finalement. Donc l'idée c'est que tout ce qui est blanc, tout ce qui est pixels blancs, ils sont quasiment opaques. Pixels noirs, ils sont transparents. Donc à nous de designer des apps avec ça. Ensuite, ce qui est marrant, c'est que finalement ton cerveau, tu mets une image très claire et tout de suite, lui par contraste, il pense que c'est noir ce qu'il y a derrière. Alors en vrai, tu vois au travers. Mais ça fonctionne plutôt bien.
Ouais, Donc, c'est pas comme si tu avais une image sur un écran. C'était vraiment c'est une façon différente en fait d'envisager Ouais, l'affichage. c'est plutôt translucide. Mm. Je voyais pas mal de questions. On parlait de pourquoi est-ce que Microsoft a sorti du gaming sur des. Pourquoi ils communiquent plus en fait sur le gaming, notamment sur Microsoft, sur le Minecraft, pardon. Ouais. Ah, Mais en fait, Minecraft, c'est Sur pas, le que, truc c'est des pas robots, là. que du gaming, c'est aussi dans la partie éducation. Alors, ils ont communiqué surtout à la sortie du casque. Donc Minecraft, je crois qu'ils ont commencé à en parler en fin 2015. Nous, on a fait des jeux avec. En fait, c'est très simple. À chaque innovation technologique, Microsoft a toujours sorti du gaming. Pour Windows 3.1, je crois, Microsoft a sorti la souris. Et avec la souris, le démineur. donc c'était le démineur. Exactement. Bah Le oui. démineur. À quoi sert une souris? Bah regardez, on pourra aussi faire des démineurs. C'est quand même un des jeux les plus joués au monde, hein, le Ouais. démineur. Enfin, ça l'est plus trop maintenant, mais ça l'a été Oui. pendant 30 ans. Mais il y a que ça. Et finalement, Microsoft, c'est une rupture technologique. Il veut dire, regardez là où va aller le gaming. Bien sûr, il n'y a pas de marché, le jeu il est gratuit, et c'est pour ça, aujourd'hui, vous vous lancez dans du gaming du gaming grand public sur HoloLens, vous pouvez arrêter tout de suite, c'est pas la peine. Bah Par oui. contre, on va pouvoir faire du divertissement, on va pouvoir faire de l'escape game, on va Ouais. pouvoir faire équiper des parcs d'attractions ou faire des activités ludiques. Mais c'est plutôt sur un système de groupe, sur un système de. C'est pas un casque personnel, mais c'est un casque qui va être réutilisé et partagé fait. à plusieurs personnes sur un. Il le deviendra personnel avec le temps, dans quelques années, c'est sûr. Ouais. Mais Le rêve des Google Glass, puisque c'est un autre sujet, C'est ça. tel qu'il était présenté au début, en fait, toi, t'y crois dans l'avenir. Ah, mais c'est clair. Enfin, Alors, c'est avec Google Glass, on n'est quand même pas du tout sur la même typologie de produit, dans le sens où, pour le coup, le Google Glass, c'est plus, pour faire un parallèle avec PUBG, c'est ton nombre de balles et ta santé, quoi. C'est Le reste du jeu, tu l'as pas. C'est ton afficheur tête haute, mais qui n'a Exactement. absolument pas ce que tu disais, Antoine, ATH. la connaissance de l'environnement, et il n'est pas contextualisé Mais par non. rapport à l'environnement. Il se plaque par-dessus ton champ de vision, en fait. Alors, Mais tu bouges, il bouge avec toi. en fait, les lunettes de réalité augmentée, c'est un afficheur tête haute. Donc ça veut dire j'ai la donnée qui est affichée comme ça. Je le montre là, et donc je bouge et la donnée elle est affichée avec moi. Et en fait, il y a un moment, c'est comme quand t'as un pixel mort sur ton écran, t'as pas envie d'avoir toujours cette fenêtre. T'as la fenêtre Dégage, Skype par-dessus ton jeu et t'as pas envie. HoloLens, la donnée, je la pose, quand je tourne la tête, elle reste là. Et en fait, elle reste vraiment ancrée dans l'espace, au même titre que ce casque est posé sur la table. Je peux poser des choses sur la table et ça reste là. Et c'est pour ça qu'on parle d'hologramme. C'est pour ça qu'on parle d'hologramme et de réalité mixte. Et ce que ça change, c'est que j'ai plus juste un écran déporté, j'ai juste plus d'écran. La donnée, elle n'est pas affichée dans un écran, j'ai vraiment cette sensation qu'elle est affichée dans le monde autour de moi. Et c'est en ça que c'est une rupture. Et en vrai, il faut venir essayer le casque, essayer sur des salons, parce qu'il y a un rapport avec le numérique qu'on n'a jamais vu. Ouais. Voilà. Et HoloLens ou Magic Leap. Et les autres sont trop loin technologiquement, Meta, Dacry ou les autres casques qui prétendent en faire aussi. Parce qu'en fait, la donnée, elle n'est pas vraiment ancrée dans le monde réel. Quand tu bouges la tête, ça tremble, ça bouge, etc. Donc tu n'y crois pas, tu vois que c'est un espèce d'écran déporté mal ajusté. Alors que là, il y a un niveau de compréhension du monde qui est juste incroyable. Ouais, mais t'as encore les images marketing vont frapper. Où t'as vraiment l'impression qu'en fait c'est le Minority Report, mais en mieux. Bah, c'est un écran déporté avec de la stéréo, mais beaucoup moins convaincant. Beaucoup moins. Ça trompe beaucoup pas la moins même le cerveau. C'est pas la même chose. Ça veut dire t'as des lunettes et il n'y a plus d'écran. Ouais. Meta, ça veut dire t'as un écran dans les yeux. Ouais. Certes transparent, mais. Ouais. Très bien. Bon. C'est vrai que HoloLens, enfin l'une des promesses d'HoloLens, c'est effectivement de tuer l'écran. Et du coup, je pense à Nelly qui est dans la chatroom, qui utilise cet écran pour faire son boulot. Ouais. Et là, typiquement, tu gagnes de la place chez toi. Et cet écran, tu les as autour de toi. Tu peux bouger ta tête sans problème et pouvoir les mater comme tu veux. Quoi. Bah, tous les écrans si le champ de vision le permet. Puisque... Quand le champ de vision le permettra. Clairement, tous les écrans du studio, je pense dans quelques années, il n'y en aura plus. Ouais, puisqu'on aura des petites lunettes et tous ces écrans, ils seront holographiques. Alors après, on pourra en poser chacun plein. Il y en a qu'on pourra partager entre nous. Ouais. Il y en a qu'on pourra avoir personnel. Et on aura... il n'y aura plus d'écran. Ouais, complètement. Je sais pas dans combien d'années. Et plus de tablettes, et plus de smartphones, et t'as plus aucun intérêt à avoir autre chose de... Ouais. Voilà. Sur toi, quoi. La conclusion est très bien, c'est Scalen qui nous l'a fait. Tu vends du rêve et du coup qui va à la banque casser son PEL de suite. Alors, attends un petit peu les prochaines versions d'HoloLens déjà pour faire ça. Oui, alors les dernières rumeurs d'ailleurs sur le prochain HoloLens,
Oui, alors on en Début 2019. Alors, c'est des rumeurs. Non, mais on en a parlé dans une émission précédente, puisqu'en fait, ils ont, il y a la caméra, en fait, il y a les capteurs et la caméra qui ont leaké sur un salon. Enfin, ils ont leaké, non, Microsoft était là pour présenter en fait la nouvelle version des capteurs Kinect for Azure Business machin, qui serait, et ils l'ont dit en fait sur une présentation, le même matériel qui serait embarqué sur les futurs HoloLens. En termes de précision, de profondeur et de champ de vision, et le détail des points qu'ils pouvaient récupérer, la vidéo qu'on avait vue, c'était impressionnant. Au niveau du détail, on voyait la reconstitution du coup en hologramme de la personne qui était devant avec son badge, les plis de la chemise et tout ça, et c'était assez impressionnant. Donc effectivement, au moins sur la partie capteur, on peut s'attendre à avoir un vrai bond technologique. Après, restera à voir la partie affichage, mais là, pour l'instant, on n'a pas eu plus d'infos. Donc les rumeurs 2019, ça, pourquoi pas. Ça serait vachement cool. Il y a aussi les rumeurs comme quoi le SoC Intel allait être abandonné au profit d'un SoC ARM. Tout à fait. Il y a le Qualcomm XR1 qui est sorti comme de par hasard plus tôt cette année. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font le rapprochement entre bah tiens, qui pourrait utiliser ce genre de matos? Ah bah tiens. En plus, comme c'est ce type d'architecture ARM, c'est beaucoup moins cher qu'une architecture Intel. On se dit que ça pourrait être un vecteur de réduction de coûts et du coup de réduction de prix in fine, et du coup avoir la possibilité d'avoir un matos beaucoup plus abordable pour le chaland, quoi. Enfin, et autonome. Parce que beaucoup moins de consommation aussi. C'est ça. Ouais, c'est plus léger. Ouais. Ah, est-ce que la V2 sera annoncée à la Messe Build en mai ou en juin? On verra. On espère. L'avenir nous le dira. Ouais, carrément. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de nos sujets. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a trouvé ça passionnant en tout cas. Antoine, tu es passionnant également. Tu racontes très bien toutes les histoires et on voit que tu. C'est un plaisir de le partager. Mais on voit que tu aimes ce que tu fais et t'aimes le partager. Et je pense que c'est un travail super intéressant parce qu'il y a une technologie, mais il y a tout un marché, un domaine d'application qui est en train de s'ouvrir. Mais on n'en est que dans les premiers pas. Donc tu travailles dans plein de métiers différents en fait, et d'industrie, de secteurs. Ça c'est hyper intéressant. Tu construis le futur. Très bien. Alors, pour nous retrouver... Je suis convaincu que ça c'est l'avenir. Tant mieux, tu as fait le pari. Alors pour nous retrouver, du coup j'ai mis nos liens Twitter. Donc tu es Pétoine, tout à fait. Pétoine sur Twitter si on veut te contacter. Toi, tu es Psegalen et je suis Shris Kamikas. Là, vous avez Samba. Alors, pour nous retrouver, pour ceux qui nous suivent en live, sachez que on a une magnifique chaîne YouTube, youtube.com/beatstech. Vous allez pouvoir retrouver les vidéos en replay, ces vidéos-là. On vous met également des fois des liens avec des vidéos connexes pour poursuivre un petit peu l'expérience. Si vous souhaitez nous soutenir, ça coûte pas grand chose, pour la modique somme de 1 €, une chocolatine chez nous, ou un cannelé pour les Bordelais, ça nous aide. Sachez que ça nous soutient, autant moralement que financièrement. Ça nous permet de construire ce magnifique studio, la décoration que vous avez vue partout. Voilà. Ça nous aide également, ça nous motive pour continuer. Allez-y, tipeee.com/stdrenegade pour trouver... alors d'ailleurs, pour nous soutenir également, si vous voulez en même temps vous faire plaisir, sachez qu'on a ouvert une boutique de goodies. Donc studiorenegade.fr/goodies, vous pouvez récupérer pour l'instant, acheter des stickers de petits renards. Voilà. Profitez-en, il n'y en a plus beaucoup, ça c'est le premier batch, il n'y en a plus beaucoup. Devant le noir. Devant le noir, ça passe bien. Ouais, voilà. On voit bien. Je change la caméra, bouge pas. Hop, voilà. Donc vous allez les voir, ils sont magnifiques. Sur la boutique, vous pouvez les acheter. Voilà, c'est à la fois un achat pour vous faire plaisir et militant pour nous soutenir, puisque ça nous permet de sortir une petite marge également là-dessus. Foncez-y, il y a un prochain batch également qui arrivera avec de nouvelles couleurs. Magnifique. Voilà. Et après, pour suivre la chaîne et regarder un petit peu tout ce qu'on fait en dehors de cette émission Beats, rejoignez Studio STD Renegade sur Twitter, vous suivez tout ça, il y a toutes les infos et le site studiorenegade.fr avec l'agenda, les émissions, les streams, etc. Allez-y, faites-vous plaisir. Ou demandez à Alexa. Ou demandez à Alexa, c'est vrai, merci. Puisque depuis aujourd'hui... Allez, le scoop de la journée, le skill Alexa a été publié et diffusé aujourd'hui. Bravo Nelliger. Nelliger qui nous a fait ça, c'est magnifique, vous allez voir, il y a une petite vidéo qui a été diffusée qui vous explique un petit peu comment ça marche. Vous pouvez installer ça si vous avez un Amazon Echo à la maison, sachant qu'en plus, si vous nous suivez, du coup, allez-y, suivez-nous, il y a un petit concours qui va arriver bientôt pour ceux qui nous soutiennent, avec un tirage au sort pour gagner des Echo Dot 3. Yes. Voilà, donc allez suivre ça sur Twitter, vous allez voir un petit peu les infos. Merci à tous. Merci. Et ciao, ciao. Bye. Merci, salut.